Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais faire une petite vidéo critique sur le nouveau documentaire Netflix The Greatest Night in Pop, sorti le 29 janvier dernier, qui raconte l'histoire de la chanson We Are the World. Et du coup voilà, je tenais à en faire une petite critique, parce que ça me faisait très plaisir de partager mon avis sur ce documentaire que j'ai vraiment apprécié. Alors ce qui est bien, c'est que dans ce documentaire, on a vraiment tout qui est chronologique. C'est-à-dire qu'on a un début, un milieu et une fin. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé, on nous montre vraiment tout. Donc on nous replonge au début du documentaire dans les années 80, je pense aux images d'archives, etc. On nous présente les artistes phares et notamment leurs tubes pour un peu nous remontrer le contexte dans lequel on est. Et c'était super d'avoir du coup l'origine du projet ainsi que les artistes qui y figuraient pour avoir un petit peu une idée de qui étaient ces artistes tout simplement. Donc le contexte à cette époque, c'est que voilà, il y a une nouvelle famine en Éthiopie. On a de plus en plus d'artistes qui s'engagent à lutter contre la famine dans le monde. On a par exemple le Band Aid fondé par Bob Geldof, qui est un auteur-compositeur. Band Aid qui est un groupe caritatif. Et donc du coup l'idée est venue de Ken Kragen, qui est un producteur et manager, qui voulait s'inspirer du Band Aid. Il y a aussi Harry Belafonte, qui est un chanteur, acteur et militant des droits civiques américains, qui du coup est en contact direct avec Ken Kragen, qui décide du coup d'en parler à Lionel Richie. Et Lionel Richie répond présent malgré son calendrier un peu chargé puisqu'il est censé animer les American Music Awards dans les quelques semaines à venir. Et c'est par la suite que Lionel Richie va parler à Quincy Jones. Quincy Jones, je rappelle, qui est un très grand producteur, vraiment une star de l'industrie musicale dans les années 80. Il se faisait respecter par tous les musiciens qui du coup acceptent le projet. Et c'est vraiment là que le projet va démarrer. Et par la suite, Quincy Jones va appeler Stevie Wonder pour composer la musique avec Lionel Richie. Sauf que Stevie Wonder ne va pas répondre tout de suite. Enfin, du moins, il a dit qu'il rappellerait, sauf que bon, il ne rappellera jamais. Du coup, Quincy Jones, qu'est-ce qu'il fait? Et Quincy Jones va dire à Lionel Richie, t'inquiète pas, je vais en parler à Michael Jackson. Et là, le projet va enfin voir le jour. Le documentaire est vraiment très bien construit parce qu'on a une sorte de compte à rebours jusqu'au jour J, on a notamment les dates, etc. Et on nous montre vraiment la conception, la recherche d'artistes, et du coup ça crée un véritable enjeu. Et s'ensuit la conception de la musique avec Lionel Richie et Michael Jackson. Les deux artistes vont se voir dans la maison de Michael Jackson où ils vont composer la musique. D'ailleurs, petite mention, on a quelques anecdotes sur la conception de cette musique, notamment sur les animaux de Michael Jackson, car je rappelle, Michael Jackson avait un chimpanzé, un boa, un alpaga, enfin bref, il avait beaucoup d'animaux. Et du coup, on apprend d'ailleurs que Michael Jackson a fait peur à Lionel Richie avec son boa. Et du coup, c'était assez drôle ce petit moment d'anecdote. Voilà, j'ai bien aimé personnellement. Il fallait également trouver quel artiste allait figurer sur ce son. Donc je rappelle qu'à l'époque, on est dans les années 80, il n'y avait pas internet, pas de téléphone. Donc c'était très compliqué pour appeler les artistes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé sur leur téléphone fixe. Sauf que s'ils n'étaient pas chez eux, ça allait être un peu plus embêtant. Donc ils envoyaient des courriers, etc. Enfin, on se rend vraiment pas compte, mais c'était vraiment une galère, je pense, à cette époque de pouvoir contacter une quarantaine de stars surtout. Et on apprend d'ailleurs que Madonna et Prince devaient figurer sur ce son, mais par des soucis de non-disponibilité, ils n'ont pas pu être présents. Enfin, du moins, Prince aurait dû venir faire un solo de guitare ce jour-là. Sauf que, voilà, étant pas très à l'aise avec tous les autres artistes, ce que je comprends, il n'est jamais venu. Une chose super intéressante et à la fois impressionnante, c'est l'arrivée de Tom Baller, qui est un arrangeur de voix, qui a étudié toutes les voix des artistes présents sur ce son pour voir si ça allait matcher entre tout le monde. Et je trouve que vraiment, c'était une partie vraiment intéressante et ça montre vraiment le travail qu'il y a vraiment derrière tout ça. Enfin, ça a vraiment dû prendre des heures et des heures. Et je dis vraiment gros respect parce que aujourd'hui, je pense, avec la technologie actuelle, je pense que ce travail-là, ça se fait vraiment assez vite. Le problème maintenant, c'était de savoir où et quand allait se faire cet enregistrement. Alors, là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont fait cet enregistrement après la soirée des American Music Awards. Parce que du coup, il y avait à peu près toutes les stars présentes ce soir-là, donc c'était vraiment très malin de leur part, et je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire. C'est vrai que réunir 40 stars comme ça d'un coup, en fonction des plannings, tout ça, ça devait vraiment pas être simple. Et là, du fait que cette soirée ait eu lieu, je pense que ça a vraiment facilité les choses, quoi. Et franchement, je trouve ça assez fou d'avoir fait ça comme ça parce que bon, Lionel Richie devait animer la soirée.
Déjà, ce qui est assez dingue et très épuisant, franchement. À chaque fois qu'il partait en coulisses, vraiment, il y avait cet esprit d'euphorie. Il avait vraiment hâte de faire cet enregistrement. Et vraiment, on nous le montre très bien dans le documentaire. S'ensuit une petite séquence avec Michael Jackson et Quincy Jones au studio déjà présent. Donc on peut voir Michael Jackson en train d'écouter la démo, répéter, etc. Et c'est une séquence super intéressante. Moi, je la connaissais un petit peu, j'avais déjà vu quelques images sur internet, mais là, j'avoue, j'étais vraiment content de la voir dans son intégralité. Et vraiment, cette séquence nous montre l'implication de Michael Jackson au sein de ce projet, parce que comme on sait, Michael Jackson était vraiment très impliqué, notamment dans la lutte contre la faim dans le monde, etc. Et cette séquence nous appuie vraiment ce côté-là de Michael Jackson. Et c'était super cool et ça fait vraiment un contraste avec ce qui se passe en studio pendant la soirée des American Music Awards. Et ensuite, une fois que la soirée s'est terminée, vient enfin le début de l'enregistrement. Donc on a toutes les stars qui arrivent au lieu d'enregistrement. Bien évidemment, pendant que toutes les démos ont été envoyées, il y avait l'adresse qui était barrée pour éviter que ça fuite, parce que si ça a fuité, ça allait être vraiment le gros bordel. Il y aurait eu plein de photographes, de paparazzi, etc., de fans. Donc ça n'a pas fuité et tout le monde a pu arriver tranquillement et c'était une très bonne séquence. Moi j'ai bien aimé voir l'arrivée de toutes les stars, etc. C'était très cool. Et d'ailleurs il y a Quincy Jones qui avait marqué sur une pancarte « Laissez votre ego de côté », ce qui était du coup un beau message, même si bon, dans le documentaire on nous montre vraiment que chaque star était vraiment bienveillante, qu'il y avait vraiment un esprit de bienveillance, tout le monde était solidaire entre eux, mais bon, il y a quand même quelque part une sorte d'ego, je pense, et c'est pour ça, je pense que Quincy Jones a mis ça sur la porte pour que tout le monde se concentre et soit vraiment focus sur le projet. Ensuite, on a un discours de Bob Geldof qui est là pour avant tout calmer un peu tout le monde, parce que juste avant ça, on a un peu de dissipation de la part de tout le monde, etc. Vraiment, ce discours a un véritable impact sur tout le monde, car on a vraiment des plans sur toutes les stars, vraiment focus, vraiment concentrés sur le discours, et j'ai vraiment aimé cette petite séquence qui a permis de vraiment calmer un peu tout le monde et que tout le monde soit concentré sur ce qu'il avait à faire. Ensuite, on a la séquence d'enregistrement du refrain, même si certains n'ont pas la même voix que d'autres, on va demander d'ailleurs à ceux qui ne peuvent pas monter plus haut de ne pas chanter, parce que certains vont chanter plus haut, d'autres vont chanter plus bas, toujours dans un esprit de bienveillance, et c'est ça que j'aime dans ce documentaire, c'est qu'il y a de la bienveillance, tout simplement. On apprend aussi d'ailleurs que Stevie Wonder a fait perdre un peu du temps à tout le monde en voulant chanter une partie de la chanson dans une autre langue étrangère, sauf que voilà, ça n'a pas plu à tout le monde, ça crée un peu une certaine tension entre certains qui n'étaient pas du tout d'accord. On a aussi Michael Jackson qui voulait rajouter quelques petites paroles à la fin dans une autre langue également, mais là pareil, c'était un peu différent de Stevie Wonder parce que personne n'osait le contredire. Bon, en même temps, quand c'est Michael Jackson, c'est normal, personne n'ose se frotter à lui, sauf un seul, Smokey Robinson, qui a osé le contredire. En même temps, bon, il explique dans le documentaire qu'ils se connaissent de la Motown quand Michael Jackson avait 10 ans, donc il s'était permis de le contredire. Et donc c'était vraiment une séquence assez intéressante parce que ça montrait un peu l'impact que Michael Jackson avait sur les autres artistes. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a vraiment un esprit de solidarité. Ça me fait penser à la scène où toutes les stars vont se signer entre elles les partitions, etc. C'était vraiment un beau moment à voir, moi j'ai bien aimé voir ça. Et ensuite on a la séquence d'enregistrement des solos. Et donc là c'est pareil, on ressent vraiment beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Parce que je rappelle, il était 5h du matin à ce moment-là, ils ont quand même commencé à 1h du matin. Enfin, ça a pris beaucoup de temps pour enregistrer le refrain. Enfin, on s'imagine pas parce que c'est un documentaire, il y a du montage, etc. Mais je pense que ça devait vraiment être éprouvant et fatigant de rester là, de recommencer, etc. Je pense notamment à Stevie Wonder qui se loupe sur son couplet, alors qu'il dit lui-même en rigolant qu'il ne se loupe jamais. Je pense que c'est dû à la fatigue, bien évidemment. Et on a aussi Al Jarreau qui se loupe sans cesse sur son couplet. God has shown us by turning stone to bread. On apprend d'ailleurs qu'il était ingérable sur le moment. Mais bon, au final, il a réussi à faire son couplet
et c'est le principal là. Et ensuite on a la séquence assez connue de Wes Levis qui chante son couplet. Alors faut savoir du coup que Wes Levis ne devait pas figurer dans les solos puisque c'était le rôle de Prince, sauf que comme j'ai dit précédemment, Prince n'est jamais venu du coup, donc à qui ils ont pensé pour faire ce couplet, pour le remplacer, ils ont pensé à Wes Levis. Et moi ce que j'ai bien aimé dans ce documentaire, c'est qu'on a l'anecdote racontée par le chanteur lui-même avec des images d'archives, et c'était vraiment cool parce qu'il nous raconte dans les moindres détails ses ressentis, etc. Il nous dit qu'il est vraiment angoissé, on le voit pas forcément sur les images d'archives, mais parce qu'il fait un peu des blagues comme ça pour se détendre un petit peu. Mais en même temps je comprends la peur parce que il fallait déjà assurer le truc, parce que le temps presse, et il fallait pas se louper non plus tout le temps. Et quant à Michael Jackson à côté et d'autres stars à proximité, je pense que c'est assez dur parce que tu es un peu intimidé. En même temps, je comprends un petit peu le ressenti de Wes Levis. Et d'ailleurs, on notera la tête de Michael Jackson qui le juge un peu trop fort à mon goût. Enfin, je sais pas si c'était du jugement ou pas, moi ça m'a fait assez rire personnellement. Mais en tout cas, il n'a pas l'air de passer un très bon moment, hein, on peut le voir sur sa tête. Et moi ce que j'aime bien dans toute cette séquence d'enregistrement, c'est qu'on nous montre vraiment le véritable déroulé de cette nuit-là, quoi. On a vraiment tout dans les moindres détails, on a notamment, je pense, des problèmes techniques, hein, comme par exemple Cyndi Lauper qui doit retirer ses bijoux parce que ça faisait trop de bruit au micro, on a les problèmes d'écho dans les micros, etc. Et vraiment ça nous montre que tout le monde était pressé par le temps et qu'il fallait vite le faire, quoi, parce que le temps presse. Et enfin on termine avec le couplet de Bob Dylan. Bob Dylan qui était un peu mal à l'aise sur le moment, hein, on peut voir d'ailleurs sur sa tête pendant l'enregistrement du refrain qu'il n'était pas trop à l'aise d'être là, il était un peu intimidé. Et pendant qu'il faisait son couplet, enfin du moins qu'il répétait, on sentait vraiment qu'il n'était pas trop à l'aise. Et c'est là que Stevie Wonder va avoir la bonne idée de l'accompagner au piano et de l'imiter, ce qui va du coup lui permettre de se détendre et enfin de faire son couplet. Et vraiment, c'était une très belle séquence et ça montre vraiment, encore une fois, je le dis un peu trop, un esprit de solidarité et surtout d'entraide entre les deux artistes. Et c'était vraiment très beau et j'ai beaucoup aimé cette petite séquence. Et enfin, l'enregistrement se termine à 8h du matin. Donc je rappelle que ça avait commencé à 1h du matin. Donc vraiment, ils ont enregistré toute la nuit. Et on ressent vraiment dans les dernières images la pression qui est redescendue, hein. D'ailleurs, certains artistes comme Lionel Richie vont dire que ils sont dans un état d'épuisement total, ce qui est totalement normal, mais à la fois d'excitation par ce qu'ils venaient de faire, et c'est totalement compréhensible. Et franchement, moi qui n'avais pas le contexte et l'histoire de cette chanson, je me rendais pas compte que vraiment ça s'était passé comme ça. Ils avaient tout enregistré en une nuit, enfin c'est assez impressionnant. Et ce que j'ai bien aimé après, c'est qu'on aurait pu potentiellement s'arrêter là, mais non. Ils ont décidé de montrer la diffusion de la chanson à travers le monde, donc on a des images d'archives de Paris, de Londres, etc., des radios, et on montre vraiment l'impact qu'a eu cette chanson culte sur le monde entier. On a aussi un extrait du concert pendant le Live Aid en 85, si je dis pas de bêtises, et c'était vraiment super cool d'ailleurs de terminer sur ça. Et ensuite on a un très bel hommage à tous les artistes disparus malheureusement à la fin du générique, c'est ça, c'était vraiment cool. Et mention spéciale d'ailleurs car on termine sur une belle photo de Michael Jackson et Lionel Richie avec la récompense des Grammy Awards pour We Are The World, et je trouvais que c'était vraiment une très bonne façon de terminer ce documentaire parce que c'est un peu grâce à eux que ce projet a vu le jour, et franchement c'était un très bel hommage encore une fois à Michael Jackson. Enfin voilà, c'était ma petite review sur ce superbe documentaire. Franchement, je ne connaissais pas du tout l'histoire derrière We Are The World et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et comme j'ai dit, les images d'archives, heureusement qu'elles existent parce que ça nous a permis de voir un petit peu comment ça s'était déroulé, etc. J'ai vraiment appris des choses. Et franchement, si vous aimez les années 80, regardez le documentaire, ça vaut vraiment la peine de le voir. Et j'ai passé un très bon moment devant. Et franchement, je dois dire que, voilà, comme je l'ai dit, le documentaire est super bien construit.
On comprend vraiment de la conception jusqu'à la diffusion, aussi l'enregistrement de la chanson. On a vraiment toutes les péripéties, on passe par plusieurs phases, on a la fatigue, on a la pression, on a les gens qui sont concentrés, etc., qui sont mal à l'aise. On a vraiment de tout dans ce documentaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du documentaire. Voilà, on pourra peut-être en parler un petit peu, etc. Je tiens d'ailleurs à vous remercier aussi pour les nouveaux abonnements, voilà, vos retours sur la dernière vidéo de The Weeknd, c'était très très cool, merci à vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, on verra bien. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.